Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue en direct à Zigzag Expo avec le sous-titre du vendredi que vous connaissez, les Robinsons du vendredi, c'est-à-dire le rendez-vous hebdomadaire avec des Suisses du bout du monde. Et aujourd'hui, ces Suisses sont au nombre de deux, ils nous viennent l'un et l'autre d'Asie, même si l'un a passé récemment par l'Amérique du Sud. Je veux parler tout d'abord, et je lui demande de me rejoindre, Laurent Gross. Laurent, bonjour. Bonjour Alex. Oui, ça ira mieux comme ça. Donc Laurent Gross, c'est l'homme qui, au Cambodge, depuis près de 10 ans maintenant, construit les hôpitaux j'allais dire du docteur Fou, il n'aimerait pas, mais il y a quand même un petit peu de ça, du docteur Beat Schner, ce médecin zurichois qui joue aussi du violoncelle et qui, depuis 10 ans, soigne gratuitement des enfants au Cambodge. C'est exactement ça, oui. Je tiens à préciser que si je claque des dents, c'est pas le trac, c'est le froid. C'est vrai qu'il fait froid, surtout quand on arrive du Cambodge, mais pour l'image, pour la lumière, c'est un peu celle de la mousson. Et je vous propose alors qu'on vous retrouve pendant quelques instants là où vous travaillez actuellement, c'est-à-dire à Siem Reap, c'est-à-dire juste à côté de Angkor. Nous ne faisons pas un hôtel, pas du business. Nous faisons un hôpital qui est entièrement destiné aux enfants cambodgiens. On ne souhaite à personne que son enfant ait besoin d'aller à l'hôpital, mais ils savent que si un jour leur enfant aura besoin d'aller à l'hôpital, il y aura une structure qui les prendra sérieusement en charge et gratuitement. Parce que gratuitement, ce n'est pas seulement une question d'économie d'argent. La plupart des gens n'ont pas d'argent. Donc s'ils ne peuvent pas payer, même une somme dérisoire, ils ne rentrent pas à l'hôpital. En deuxième partie d'émission, donc Laurent Gross, mais aussi le docteur Beat Schner, au moins par l'image et par la parole et par la musique, et aussi le double témoignage de Gérard Depardieu et de Carole Bouquet. Mais tout de suite, un autre invité. Bonjour. Alex, bonjour. Alors, cet autre invité, c'est Raoul Imbach. Ça se voit peut-être pas, mais c'est notre consul à Hanoï. Est-ce que je dois vous dire... Oui. Oui, non, tout à fait. non, je n'y arriverai pas tout de même. Mais c'est notre consul à Hanoï. Il était l'année dernière, il y a tout juste un an, encore consul à La Paz, en Bolivie. C'est là que nous nous sommes rencontrés, le 1er août. Et en fait, à ce moment-là, Raoul Imbach m'a dit, mais venez donc boire un verre chez moi. Je dis, chez vous, je ne sais même pas où c'est. Il me dit, non, au bistrot. Et le bistrot, c'est un restaurant qui s'appelle ou qui s'appelait Le Chandelier. Et c'est là où on vous retrouve à la fois au fourneau et au clavier. C'est ça. Raoul, c'est la cuisine qui mène à la diplomatie ou le contraire? C'est la cuisine qui nourrit et c'est la diplomatie qui permet de faire un travail très intéressant, de vivre une vie passionnante. Alors c'est un peu les deux. J'ai commencé à cuisiner pour survivre et puis après je l'ai fait par plaisir. Et c'est ça qui vaut la peine. Et maintenant je continue à le faire par plaisir, pas pour survivre. Et les autres diplomates qui viennent ici, ils viennent apprécier les talents de leurs collègues ou les talents du cuistot? Je crois qu'ils viennent pour la nourriture parce qu'on vient quand même, on vient pas que pour une personne, il faut que ce soit bon. Et puis je crois que c'est un peu l'ambiance, le fait d'avoir quelqu'un qu'on connaît, un collègue qui fait quelque chose de différent, c'est quelque chose de sympathique, non? Vous pensez qu'il y a des gens qui viennent ici, qui ont des responsabilités importantes dans le gouvernement bolivien et qui ne savent pas que vous êtes diplomate? Écoutez, c'est bien amusant parce que j'ai le président actuel qui est président intérim et qui est un fanatique de fromage et qui vient ici régulièrement et je suis convaincu qu'il ne sait pas encore que je suis diplomate. Donc la prochaine fois qu'on va se rencontrer dans une fonction officielle, il va se demander pourquoi je suis invité à la fonction officielle. Est-ce qu'en plus il demande des chansons préférées aux chanteurs? Absolument, absolument. Il y a toujours les grands classiques, que ce soit Edith Piaf, que ce soit Aznavour. J'ai un répertoire assez vaste, mais souvent je dois me restreindre à 5 ou 6 chansons parce que c'est toujours les mêmes qu'on veut. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe du l'ange, soleil qu'au matin, qu'on s'assait en fadron d'un café crème, et puis merveilleux, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie.
Monsieur le consul, pour les autographes, je le dis aussi pour vous tous qui êtes là, les autographes, c'est à la fin de l'émission, hein, ne vous bousculez pas quand même. Oui, alors, Raoul Imbart, ça a commencé comment cette aventure? L'aventure de la musique ou l'aventure du restaurant? Donc, celle de la diplomatie éventuellement. Celle de la diplomatie éventuellement. D'une façon tout à fait spéciale, en définitive, j'avais besoin de voyager pour me prouver, pour résoudre un problème familial. Et j'ai décidé de rentrer dans la diplomatie, c'était le meilleur moyen de voyager. Et j'y suis toujours, je pensais que ça allait être que pour un certain temps et j'y suis toujours. La cuisine? La cuisine, le plaisir de venir d'une famille qui aime bien cuisiner et qui sont, j'espère, bons cuisiniers. Et puis le goût de partager avec les gens, partager cette cuisine que je le faisais beaucoup au point de vue diplomatique, en recevant des gens, en organisant des soupers, des choses comme ça. Et puis pour finir, on m'a toujours dit mais il faut faire un restaurant. Le gouvernement a changé, on a des autres statuts qui nous permettent de faire ce genre de choses. Donc une expérience de vie, vivre avec la passion de ce qu'on fait, c'est ça. Impression de nos invités sur ce tour de chant improvisé. Laurent Grosse d'abord, puisqu'on vous a déjà présenté, vous avez cette vision-là de nos représentants diplomatiques à l'étranger? Malheureusement pas, ils sont assez rares. En revanche, j'étais plus intéressé, pas plus, mais très intéressé par votre spécialité culinaire parce que je trouve que c'est tout à fait de circonstance aujourd'hui. La fondue. Non, je pense que je n'ai pas rencontré beaucoup, mais on rencontre rarement quelqu'un qui sort d'un carcan assez bien établi. À vos côtés, quelqu'un qui est votre ami, François Mortaler, d'un vieil ami. C'est aussi l'homme de la... Non, enfin, un jeune ami de longue date. Ça vous va mieux comme ça? Je préfère. D'accord. Alors François, qui est à la fois député au Grand Conseil vaudois, mais qui est aussi l'inventeur de la bonne combine. En 2 mots, aujourd'hui, que faites-vous et aussi comment réagissez-vous à cette autre forme de combine diplomatique, celle-là? Alors la bonne combine effectivement existe depuis 21 ans, c'est un atelier de réparation en tout genre. L'objectif était déjà à l'époque écologiste au fond, on ne parlait pas encore de développement durable, mais il s'agissait de remettre en circulation tous les objets du ménage usuel qui méritaient de l'être. Elle fonctionne toujours, elle occupe 14 personnes. Depuis, je suis retourné sur les bancs de l'université, j'ai fait une licence en sciences économiques pour fonder en parallèle un bureau de conseil dans le domaine du recyclage des déchets et de la prévention des déchets, ce qui est une nouvelle activité qui se déroule sous le label du bureau d'investigation sur le recyclage et la durabilité, le BIRD, vous l'avez dit, très joli, qui existe maintenant depuis bientôt 10 ans et qui conseille les entreprises, les collectivités publiques sur la façon, encore une fois, de prévenir, cas échéant de recycler ou, dans le pire des cas, d'éliminer sans nuisance pour l'environnement tous les déchets qui, ma foi, sont issus de nos activités. Si dans les appareils que vous récupérez, il y a un graveur de disques, vous lui faites un disque? Assurément, on va s'arranger, on discutera ça en antenne. Autre invité, et c'est à votre demande, Laurent Mix et Remix, c'est l'homme des dessins de l'hebdo. Bonjour, bienvenue. Merci. Je ne sais pas si vous êtes équipé, mais enfin si vous avez tout à coup des velléités de griffonner, vous êtes chez vous. D'accord, j'essaierai. Bon, bienvenue, on parlera tout à l'heure parce que je sais qu'à l'autre bout de la planète arrive l'hebdo et que dans l'hebdo c'est souvent vos dessins qu'on va voir les premiers. Réaction aussi à ces chansons et à cette situation. Non, moi, je trouve sympa quoi. Ouais. Je trouve sympa un consul qui chante et qui fait la cuisine. Si c'était un consul qui écrivait, c'est un roman, je pense qu'il serait moins drôle. Il dit taisez-vous, j'écris mon roman, tandis que là c'est plus convivial quoi. Alors, Raoul Imbart, monsieur le consul, Raoul Imbart, la dernière fois on s'est vu c'était à La Paz en Bolivie. Entre-temps vous êtes devenu consul au Vietnam, on en reparlera dans un instant, mais il y a un an à La Paz on n'avait pas encore entendu parler de l'affaire Borer, ou en tout cas de la fin de l'affaire Borer, mais tout de même je vous ai dit, moi j'enregistre volontiers, ça m'intéresse, mais je voudrais pas que lors de la diffusion ou après la diffusion vous soyez envoyé dardard en promotion aux îles Galapagos, et je vous propose avec le recul, puisque c'était il y a un an, de réécouter ma question et surtout votre réponse. À Bernossi, on apprécie vos talents culinaires et musicaux. Pour être cynique, je dirais qu'on attendra que passe l'émission et on verra si je me retrouve sur une voie de garage ou bien si je suis promu dans les hautes sphères de la politique suisse. Non, en réalité, je crois que le département a émis une nouvelle loi qui nous permet d'avoir une occupation annexe.
C'est pas encore très connu, c'est pas encore très pratiqué, donc je pense qu'on ouvre une nouvelle voie. On a un très célèbre ambassadeur, M. Borrer, à Berlin, qui fait des choses un peu en dehors de la norme. Certains apprécient, d'autres apprécient pas. Ça fait partie du changement, ça fait partie de ce que pourrait être une autre vision de la Suisse. Alors pourquoi pas un cuisinier écoutez, on vend l'image de la Suisse, la cuisine suisse est très bonne. Je pense que j'espère que ma cuisine fait du bien à la Suisse, ne fait pas du tort, donc je pense qu'on est dans les normes. Voilà, vous n'avez pas changé d'avis, à part depuis l'affaire Borrer? Le sujet actuel, je m'abstiendrai de tout commentaire. Non, je pense que chacun a sa vision des choses, chacun fait ce qu'il doit faire, le mieux qu'il le fait. Je pense qu'à certains moments, à partir du moment où on s'exprime en public, comme on le fait aujourd'hui, on s'expose à des retombées qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Je crois que l'avenir nous dira, justement. Je dirais c'est votre vie, pour reprendre en fait le titre de votre disque, parce que peut-être le voit-on là maintenant, mais vous avez publié un CD alors. Alors j'ai fait un CD qui principalement sont des compositions propres. Encore ce CD, à la moitié sont des compositions propres. Et je suis actuellement en phase de l'enregistrement d'un nouveau CD qui parlera beaucoup des enfants de la rue, des problèmes du monde actuel, qui s'appellera certainement, il n'a pas encore de titre, mais je pense que ça s'appellera Le monde où nous vivons. Alors, à part ça, d'autres projets, je ne parle pas de vos projets, bien sûr, purement diplomatiques, mais tout de même, quand vous étiez à La Passe, vous aviez intégré l'activité culturelle de la Suisse au sein enfin, sous la houlette de l'Europe, c'était une espèce de préfiguration, et maintenant à Hanoï, vous donnez des cours. Ah oui, bon, il y a toujours faut chercher un certain angle pour entrer dans la culture du pays. Mon angle, je m'occupe donc du dossier culturel à l'intérieur de l'ambassade. Donc mon angle, c'est d'essayer d'entrer dans le domaine culturel. Je suis professeur de danse latine et le ballet national vietnamien m'a demandé de donner des cours. Donc je donne actuellement des cours de danse latine au ballet, à l'opéra vietnamien. Monsieur le consul enseigne la salsa aux Vietnamiens. C'est ça. Bon, bah écoutez, c'est une adresse. Il n'y a pas de limite. Pas ni de limite ni de lézard. Voilà, bah, je crois qu'on en sait assez, enfin pour l'instant en tout cas. L'Eurovision, c'est pour quand? On verra. Voilà, moi je vous savais à peu près tout, pour l'instant en tout cas, sur Raoul Imbach. Est-ce que vous avez entendu Raoul parler de Beat Richner? Bien sûr, j'en ai entendu parler, j'ai malheureusement pas encore eu l'occasion d'aller au Cambodge, je le ferai très prochainement et on se rencontrera. J'en ai entendu parler et je trouve que c'est des choses merveilleuses qu'on peut voir comme ça à travers le monde, des Suisses qui s'expatrient pour faire quelque chose d'extraordinaire en dehors de leur normal. Faut pas croire, la diplomatie c'est pas toujours une chose amusante comme je le fais paraître. Nous nous occupons aussi beaucoup de choses très sérieuses et nous aidons dans la mesure de nos possibilités souvent à faire que certaines choses se réalisent. Et quand je vois quelque chose qui se réalise, même si c'est en dehors peut-être de ce qu'on fait, je trouve que c'est merveilleux. Alors, Laurent, Beat Richner, vous l'avez rencontré il y a une dizaine d'années au Cambodge. Vous-même, vous travaillez jusque-là pour le CICR. Lui est médecin, il est aussi violoncelliste, même s'il est vraisemblablement meilleur médecin que violoncelliste. Enfin, ça c'est un avis personnel. Histoire de cette rencontre en quelques mots, et surtout, parce qu'on va l'entendre et le revoir, pour ceux qui le connaissent déjà, portrait bref du personnage. De la rencontre ou du personnage? Du personnage d'abord. Du personnage. Je vois pas comment on peut être bref pour décrire un personnage pareil. Mais je pense qu'on peut lier la rencontre et la description du personnage. J'avais entendu parler de lui, j'étais déjà donc au Cambodge depuis presque 2 ans, j'ai travaillé pour la Croix-Rouge internationale. Et j'ai entendu parler de lui, un pédiatre, violoncelliste, clown, suisse, allemand, qui voulait faire une pédiatrie, construire une pédiatrie, il cherchait quelqu'un. J'ai dit, bon, ben, s'il cherche, il va trouver. Je ne m'en suis pas inquiété outre mesure, et moi je pensais quitter le Cambodge. Un soir, je l'ai rencontré à une soirée de départ d'un médecin qui travaillait pour le CICR, et je suis arrivé, et ben, ça a marché. Il m'a parlé pendant 2 heures, ouais. Je n'ai pas pu dire bonjour à qui que ce soit, je n'ai pas même pu boire un petit verre, j'ai rien pu faire. En revanche, j'ai été tout à fait convaincu
qu'il était ni farfelu, ni ce qu'on peut imaginer quand on vous le décrit en termes clown, pédiatre, violoncelliste. Alors il m'a demandé de réhabiliter Contabopa 1. Qui est un hôpital, donc. Pardon, c'est l'hôpital Contabopa, du nom de la fille de Sihanouk qui est morte à 6 ans de leucémie. Il m'a demandé de retaper, je crois qu'on peut dire, dans un premier temps. C'était dans les années 80, début 90, pardon. C'était c'était pas facile, la situation, pour trouver des matériaux, pour organiser le travail. Et il m'a demandé d'aller jeter un coup d'œil. Auparavant, le ministère de la Santé avait délégué une équipe pour faire les travaux. Et je lui ai dit franchement que son hôpital serait jamais fonctionnel si ça allait continuer, si les travaux continuaient comme ça. Il m'a donc demandé de travailler avec lui. Je l'estimais le travail à 1 an. Ça fait 10 ans. Et c'est le 4e hôpital. Voilà. D'accord. 3e. Alors, on va le rencontrer, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, l'écouter et écouter ses coups de gueule, parce que c'est quelqu'un qui en a contre passablement d'institutions, un peu l'UNICEF, beaucoup l'OMS, et puis enfin tous les riches qui donnent des conseils aux pauvres. C'est à peu près ça. Oui, il a une révolte que je trouve douce par rapport à ce à quoi on est témoin. Oui. Béatrice Schner. Il y a des enfants qui meurent, leur mère qui pleure, les fonctionnaires qui traînent, les bureaucrates qui traînent, dans train tu les vis. Les enfants qui meurent, leur mère qui pleure, les fonctionnaires qui traînent, les bureaucrates qui traînent, dans train tu les vis. Au Cambodge, on utilise des médicaments qui ne coûtent pas cher. Des médicaments qui ne vaut rien. Des médicaments qui sont dangereux. On ne peut pas se permettre d'utiliser des médicaments qui coûtent cher. Des médicaments Rolls-Royce. C'est dit par un représentant de l'OMS à Genève, qui est responsable des médicaments. C'est pourquoi il y a des enfants qui meurent, leur mère qui pleure, les fonctionnaires qui traînent, les bureaucrates qui traînent, dans train tu les vis. En construisant des hôpitaux modernes, on crée des besoins qui n'existaient pas avant. C'est dit par un expert international de la santé à Genève. Il faut attendre de créer ces besoins jusqu'au moment où le Cambodge, le pauvre État que le Cambodge, peut payer ça lui-même. C'est pourquoi il y a des enfants qui meurent, leur mère qui pleure, les fonctionnaires qui traînent, les bureaucrates qui traînent, dans train tu les vis. Il y a des enfants qui meurent, leur mère qui pleure, les fonctionnaires qui traînent, les bureaucrates qui traînent, dans train tu les vis. Docteur Béatrice Schner, il est pour l'instant au Cambodge, à Phnom Penh ou à Siem Reap. Je pense qu'il nous voit peut-être par l'intermédiaire de TV5. Nous le saluons. Surtout, il sera dans quelques semaines en Suisse. On vous donnera tout à l'heure les dates, puisqu'il va donner des concerts avec son violoncelle. Le but, c'est bien sûr de défendre la musique, mais surtout de défendre les enfants et de trouver des sous pour ça. Donc, dans un moment, on vous donnera le site de Zigzag Café pour que vous puissiez aller prendre toutes ces informations. Réaction, c'est un autre type de chanson. Hein. Là, on oublie le piano, on passe au violoncelle. Et puis on gueule, quoi. Soyons clairs.
clair. Réaction de vous qui chantez plutôt doux. Bon, je chante doux, mais c'est la même chose. Je crois que ce qui m'a impressionné là, c'est justement de voir les possibilités de faire deux choses. On a une passion, qui est peut-être la musique, on veut s'exprimer sur un thème. Donc on utilise ce thème pour faire, en somme, sa propre profession, qui lui, c'est le médecin qui aide les enfants. Et par la musique, il peut communiquer aux autres ce qu'il fait. Et je crois que dans le même sens, j'ai fait mes musiques, comme je disais, c'est des musiques qui sont beaucoup sur les enfants de la rue. J'ai donné 3 concerts pour les enfants de la rue, où tous les bénéfices ont été à eux. Et je crois que c'est une façon de mélanger deux choses, de faire deux choses, et d'obtenir un plus grand public et de faire passer le message. Donc je trouve ça, pour moi, c'est merveilleux, je trouve que c'est la façon de faire. Mix et remix. Moi, c'est la première fois que j'entends un protest song au violoncelle. Un protest song au violoncelle, quoi. Non, pas protestant, je sais pas s'il est peut-être protestant. En tout cas, il est humanitaire. Et puis, non, je le trouve révolutionnaire, quoi. Ouais. Vous n'aviez jamais entendu parler? Oui, mais j'avais vu, je crois, j'avais déjà entendu parler. Ouais, le personnage est fort et... Mais je savais pas qu'il était médecin, je croyais qu'il était juste musicien. Je me disais comment il trouve des vies avec sa musique, mais ça me rassure de savoir qu'il est médecin quand même, quoi. Autre réaction? Sinon... Si peut-être. Si, oui, François. Il y a 2 ans, j'étais à Madagascar et le hasard m'a amené sur la décharge de Tananarive. Je m'intéresse aux déchets, j'ai dit tout à l'heure. Celle du Père Pedro? Exactement. Et je suis tombé sur le Père Pedro et j'ai rencontré là de nouveau une force de la nature dans tous les sens du terme qui m'a démontré une fois de plus, si besoin était, qu'avec beaucoup de hargne au fond, de courage et de persévérance, on arrive à soulever des montagnes. Je crois qu'on ne peut pas dire autrement. Et c'est tout à fait le cas de Béatrice Schneier. Alors on parlait de ce premier hôpital, Laurent, que vous avez aidé à réhabiliter, Cantabo-Pa 1, et c'est là qu'on va retrouver Béatrice Schneier brièvement pour ce qui est sa vie quotidienne. C'est certainement 2 choses. C'est une encéphalite japonaise, mais de plus c'est aussi une tuberculose. Et on devient en rage, en colère, parce que toutes ces maladies on pourrait éviter. Mais la vérité c'est ça, et chaque enfant seulement une vie, et c'est très grave. Après Cantabo-Pa 1, il y a eu Cantabo-Pa 2 qui se trouve juste à côté, qui est un peu le prolongement, mais dans un bâtiment qui lui était tout neuf, donc permettait, j'imagine, de faire des choses qu'on n'arrivait pas forcément à faire dans Cantabo-Pa 1. Ça a été un peu le sens? Ou simplement une extension? Ce n'est pas, c'est une extension. Ce qu'on a fait à Cantabo-Pa 1, on a essayé de le faire le mieux possible. Par exemple, le bloc opératoire se trouve à Cantabo-Pa 1. On avait, comme toujours d'ailleurs, même avec 3 hôpitaux, on manque de place. Et c'est géographiquement déplacé parce que l'espace qu'on nous avait alloué pour faire Cantabo-Pa 1 était plein comme un œuf. Et c'est Sihanouk lui-même, le roi Sihanouk, qui nous a mis à disposition un terrain qui se trouvait dans l'enceinte du Palais Royal, qui était en fait l'ancien quartier général des Khmers Rouges. Donc c'est une reconversion assez sympathique. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Donc nous avions un terrain, nous avons pu construire du neuf, oui, tout en ayant quelques contraintes d'ordre architectural, vu que c'était vraiment dans l'enceinte du Palais Royal. Et puis quand ça a été terminé, il y a eu l'inauguration, et l'inauguration a été faite en présence effectivement du roi Sihanouk, mais aussi de celui qui était le président de la Confédération à l'époque, Jean-Pascal Delamura. Et voici le récit qu'en fait Béatrice Schneier. Il y a 2 ans, c'était l'inauguration de Cantabo-Pa 2, présidée par le roi, Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk du Cambodge, et aussi par notre président de la Confédération, Jean-Pascal Delamura. Et là, Jean-Pascal Delamura a dit au roi, si quelqu'un dit que cette machine est trop sophistiquée pour un pauvre pays comme le Cambodge, il s'agit d'un néocolonialiste. Vous adhérez ? Complètement, oui. On sent cette révolte qui est assez difficilement contenue
Et là, vraiment, je vous dis, je trouve que j'admire son calme, en fait. Les commentaires qui ont pu entourer sont tellement affligeants qu'il ne faut même pas les citer. Et il y a le propos de Jean-Pascal Delamura, donc il adhère lui aussi. C'est peut-être aussi un peu inattendu, vous qui vous trouvez sur les bancs de la politique, qu'il considère en effet que la position des pays riches à l'égard des pauvres peut relever du néocolonialisme, ou qu'il est considéré. C'est pas ça qu'il dit, hein. Il dit... si on considère que la machine est trop riche, voilà, et trop luxueuse, alors c'est du néocolonialisme. Comme s'il pouvait y avoir une médecine à plusieurs vitesses, à 3 cercles par exemple, concentrés. Oui, c'est effectivement ce qui se passe, et là on a affaire à un contre-exemple, et Beat Richner a visiblement réussi à convaincre Jean-Pascal Delamura que c'était la bonne voie qu'il fallait suivre. Alors depuis, ça a continué. On s'est rencontrés il y a 4 ans, c'était en 98 je crois, à Siem Reap, à côté du temple d'Angkor. Ça a été le 3e hôpital. Et puis ensuite, il y a eu des projets d'un 4e qui jouxtaient ce 3e. Ça a pris un certain temps. Et l'année dernière, notre confrère Georges Gachot vous a rencontrés tous les deux à Siem Reap, au moment où c'était sur le point de se terminer. Donc pour ce 4e hôpital, Beat Richner et Laurent Gross. En juillet 98, nous avons commencé à construire les fondations pour la maternité, pour ces 3 bâtiments. Et malheureusement, on n'a pas reçu l'argent pour cette construction, pour cette réalisation d'une maternité pour les mères HIV positives. Pour sauver l'enfant d'être infecté par la mère, par HIV. Et seulement en novembre 2000, on a reçu 1 million pour réaliser cette construction. Et puis j'ai parlé avec Laurent par téléphone et il est rentré de la Suisse. Et on espère qu'on peut inaugurer les 31 auguste. Alors ça, Laurent, c'était il y a 1 an. C'est terminé ? C'est terminé. Quand vous dites un 4e hôpital, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nous avions 3 hôpitaux pédiatriques et l'extension est une maternité. La maternité a été décidée parce qu'il a été prouvé médicalement il y a 2 ans que si l'on traitait les mères séropositives, qui est un problème évidemment gravissime, spécialement depuis la venue des Nations Unies, je m'excuse mais je ne peux pas ne pas le dire, des casques bleus donc. Il a été prouvé que si on traite la mère durant son seul dernier mois de grossesse contre le sida, la probabilité de chance que l'enfant lui-même ait le sida est 100 fois moins, passe de 80% à 0,8%, à condition de l'accoucher par césarienne, pour que les contacts avec le sang soient les moindres possibles. Ce qui a décidé, Beat, qui était encore un pari fou, il fallait trouver l'argent, c'est une entreprise énorme. Ce qui a décidé Beat à se lancer dans la maternité, c'est-à-dire la prévention avant tout. Alors vous, votre rôle, c'est pas un rôle de médecin, c'est un rôle de constructeur, de technicien. Cette maternité, enfin cette 4e unité par exemple, ça s'est passé comment? Comment trouve-t-on des gens avec qui travailler? Quel est le rôle de l'expatrié par rapport aux Cambodgiens? Et de manière générale, comment est-ce qu'on arrive à construire un hôpital ultra moderne, j'allais dire avec des bouts de bois? Non. Jamais. Pas de bouts de bois? Non. C'est quoi alors? Surtout pas de bout de bois. D'accord. J'évite tous les bouts de bois, tous les sens du terme à cause des termites. D'accord. Mais non, c'est-à-dire que si on veut arriver à une certaine qualité, on est obligé d'employer des matériaux de qualité sans pour autant utiliser des matériaux qui soient sophistiqués, ce qui est une différence tout à fait considérable. Mais donc il faut avoir les moyens pour faire ce travail et pas faire des économies. C'est impossible, ça se paye beaucoup trop cher les économies. Donc nous avons avant tout... Il faut mettre sur pied, parce qu'on ne peut pas faire de ligne de marche à suivre. Chaque hôpital est un cas particulier. Il faut mettre sur pied une équipe. Ça, c'est vraiment la base, la fondation des fondations d'une équipe. De trouver des gens compétents le plus possible sur place, qui n'est pas en plus le décalage des gens qui viennent de l'extérieur. Là, on voit du matériel qui... Oui, alors justement, ça fait partie de ces légers inconvénients ou contrariétés. C'était du matériel que j'ai commandé spécialement à Phnom Penh. C'est tout bête, c'est des chenaux.
Et ça, c'est pour fêter les chenaux décabossés. Et les chenaux, donc, étaient arrivés dans un état impossible. Complètement détruits, donc c'est horripilant. Ça, c'est très rapidement... Soigner les gens, c'est bien, mais si on les soigne de côté et qu'ensuite on les contamine, c'est pas bien. Donc tous nos systèmes, notre hôpital est propre. Il n'y a pas une goutte d'eau sale qui sort, il n'y a pas un déchet solide sale qui sort. Et ce jet d'eau, j'arrive pas à suivre. Ce jet d'eau, c'était pour retraiter l'eau. Donc, Depardieu, et ça, c'était l'inauguration c'était une inauguration un peu improvisée de Cantabopa 1. D'accord. Pas du tout improvisé, on n'improvise pas avec Siano, comme ça s'est fait très vite. Il a décidé au dernier moment. Alors on le voyait d'ailleurs. Ça, c'est l'entrée de la maternité. On le voyait, c'est d'ailleurs pour ceux qui seraient à Siem Rep fin novembre, concert et récital de toute l'équipe de cette unité, concert de Gérard Depardieu, car en effet, Gérard Depardieu est devenu un soutien indéfectible en compagnie de Carole Bouquet, de Beat Richner. Leur rencontre s'est passée comment, vous savez? Oui. Je vais essayer d'être très bref, mais avec Beat, c'est toujours très difficile d'être bref parce que c'est chaque fois des histoires invraisemblables. Mais à la base, Beat avait fait une déclaration dans un journal pleine page où il s'insurgeait contre. Juste à côté de l'hôpital Cantabopa, il y a le Sofitel qui est un hôtel à $300 la nuit. Chacun son business. Mais enfin, le paradoxe était un peu choquant. Et il a attaqué ça assez vivement dans 2 journaux. Gérard Depardieu était venu au Cambodge à cette époque pour tourner un film et le metteur en scène est tombé sur cet encart. Il a voulu rencontrer Beat. C'est comme ça que Gérard Depardieu a été amené à rencontrer Beat et puis il s'est passé quelque chose. C'est indiscutable. Ce sont 2 phénomènes. J'en ai parlé aussi personnellement. Gérard Depardieu est devenu un inconditionnel de la démarche de Beat et ça peut être un soutien qui peut arriver à quelque chose d'énorme. Oui, il est intervenu pour soutenir Beat Richner à l'intérieur du cirque CNI. Puis on le disait, il va même produire un récital de poésie à Siem Rep. Donc, les confessions de Saint-Augustin. Les confessions de Saint-Augustin par en fait Gérard Depardieu. GG, puisque vous avez de bons contacts avec lui? C'est une personne qui est très simple, qui tutoie spontanément les gens, ce qui peut être surprenant parfois. Puis lui, ça t'aurait pas compliqué. Il vient d'un milieu où si on aime bien, on tutoie, et si on n'aime pas, on n'adresse pas la parole. Donc c'est vite vu. Je vous propose, grâce à nouveau à Georges Gachot, de voir les réactions de Gérard Depardieu et de Carole Bouquet, sa compagne, au Cambodge d'une part, enfin à la vie du Cambodge, et à la vie aussi de l'hôpital et de Beat Richner. Il y a des silences qui parlent au Cambodge. Et là, ici, je suis venu au mois de mars faire mon métier, travailler. Et puis, c'est vrai que ce Cambodge D'ailleurs, j'ai organisé ce voyage pour montrer aussi à Carole ce qu'était. Parce que c'est quelque chose d'indicible, on ne peut pas dire. Il faut venir ici pour se rendre compte et voir. Dans ce lit pendant 3 mois, ventilé. Oui, tout le temps. Et maintenant, c'est un tellement bon résultat. Elle est belle, hein? Ok, alors je voulais t'introduire. Oui. Ok, bye bye. Il y a des riches et des pauvres. Et qu'on retombe dans la fable de La Fontaine en même temps. Et qu'il faudrait refaire encore des fables et des fables. Mais qu'il faudrait arrêter les fables et puis simplement vivre. Ce que a répété Beat aujourd'hui et ce qu'il nous a dit à Siem Rep, qui me reste dans l'oreille tout le temps, parce qu'il le dit tout le temps. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Ce matin, il a dû me le dire 300 fois. C'est-à-dire que, il dit c'est difficile, mais c'est possible. Il ne fait que son métier. Ce sont les autres qui ne le font pas. Il fait son métier, il est médecin. Il n'a pas à choisir qui il doit soigner, pas soigner. S'il est blond, vert, jaune, s'il a de l'argent ou pas de l'argent. Un médecin doit guérir, doit soigner. T'as combien de médecins? Maintenant 35 Cambodgiens. À l'époque, en 92, nous avons commencé par 13 expatriés et 62 Cambodgiens. Et maintenant, nous sommes 942 Cambodgiens et seulement 3 expatriés. Allez demander de l'argent au monde, ça me va très bien, si c'est pour une cause comme celle-ci.
aller demander de l'argent au monde. Vous pourriez aussi aller demander comme ça, eu égard à la cause Dans tact. Oui, comme le fait Béate, par exemple. Je pourrais, je pense que ça n'aura strictement aucun succès, mais je pourrais. Bon, alors, il faut quand même avoir une image, il faut être quelqu'un. Alors adossons-nous plutôt à Béate et aussi à Gérard Depardieu. Je signale à ceux que cela intéresse. J'essaie de le faire maintenant d'ailleurs, Vous mais pouvez, très discrètement. Très discrètement. Alors, vous pouvez en tout cas noter notre adresse mail, enfin notre adresse internet, qui est www.tsr.ch. Une adresse qui va vous permettre de trouver à la fois le contact de Béatrice Richner et aussi son compte de chèques postaux. C'est pas totalement inutile. Si vous n'arrivez pas à noter tout de suite, à la fin de l'émission, pendant le générique, cette adresse internet repassera. Je vous propose que maintenant on pénètre dans cette Asie où vous vivez tous les deux, en particulier pour ce qui vous concerne au Cambodge, à travers la musique, à travers les arts, à travers la danse, car ce peuple qui a été pratiquement anéanti par les Khmers rouges, il a toujours une fantastique joie de vivre et surtout une sacrée culture. On entre, si vous le voulez bien, dans une école de danse qui se trouve au nord de Phnom Penh. Regardez, on voit ces pieds, ce travail. Vous l'avez observé, ce travail aussi, Laurent? Oui, observer ce travail, il faudrait une vie entière. Hein. C'est chaque mouvement, chaque geste, implique un travail absolu qui paraît inhumain, tout simplement inhumain. Ces enfants commencent parfois même avant l'âge de 4 ans. Chaque mouvement que vous voyez de l'orteil est travaillé, retravaillé, travaillé pendant des heures, ça défie l'entendement. C'est ces paradoxes infinis entre justement la grâce et parfois une violence extraordinaire. Vous parlez khmer, vous arrivez à communiquer sur le fond autrement que pour des choses d'usage quotidien, et en particulier sur ce qui est de la culture, vous l'avez pénétré? Tout ne s'exprime pas qu'avec le langage. Je peux exprimer des choses avec aussi une mentalité qui est différente. J'aurai les mots pour l'exprimer. Est-ce que les mots seront perçus de la manière dont moi je les ressens? C'est tout à fait autre chose. Ça, c'est le choc des cultures. Il peut être riche. Mais vous êtes accepté, par exemple, par les Khmers, bien sûr, accepté dans le travail que vous faites, mais les portes s'ouvrent? Les portes qui s'ouvrent au Cambodge, c'est assez difficile comme question. Les portes qui peuvent s'ouvrir s'ouvrent. Je vais être très franc, je vous avouerai que parfois on ne tient pas à ce qu'elles s'ouvrent trop parce qu'il y a quand même une certaine rigidité dans la société. Nous, on n'a vraiment pas une mentalité qui est différente et je ne me donne pas de critères de valeur, de jugement. Mais c'est une société qui paraît très accueillante, mais dans le fond qui est assez fermée, presque hermétique. Ouais. Donc, et je ne veux pas surtout forcer aussi certaines bulles dans lesquelles d'ailleurs j'estime que j'ai pas grand-chose à faire. C'est très perturbant la société cambodgienne. Même après 12 ans, j'ai l'impression de strictement rien ni comprendre. Il y a des choses qui reviennent assez souvent, disons, l'aspect matériel, qui est une obsession qu'on peut bien comprendre, mais qui revient parfois avec une régularité qui est pour nous là, un petit peu gênante. Vous pensez à la mendicité, par exemple? Ah non, la mendicité, bon, ça c'est la misère, c'est une horreur, mais c'est il y a quand même donne une importance au bien, à l'apparence, qui a été amplifiée justement par ces années de misère noire. De misère pas seulement matérielle, de misère morale. Et l'ouverture sur l'Occident, ça risque de compromettre tout ça? On voit... c'est déjà fait. D'ailleurs, les États-Unis ont déjà commencé à parfaire le travail des Khmers rouges. Non, c'est largement fait. C'est une société qui est extrêmement fragile. Alors, tout près de chez vous, là, à Siem Reap, tout près des deux hôpitaux, enfin de l'hôpital et demi, hôpital plus maternité, il y a les temples d'Angkor. Vous y allez encore ou vous êtes comme les Parisiens qui vivent au pied de la Tour Eiffel sans jamais y mettre les pieds? Je pense que la Tour Eiffel, il y a 12 ans et maintenant, n'a pas beaucoup changé.
Alors qu'encore, pour quelqu'un qui l'a connu il y a 12 ans et maintenant, il y a des changements qui sont un peu pénibles, que je trouve en même temps magnifiques. Je trouve formidable que des gens viennent de très loin pour voir cette pure merveille, il n'y a pas d'autre terme. Mais dans son intimité purement égoïste, on a une certaine nostalgie, j'y vais beaucoup moins souvent. Il est assez difficile, d'une manière générale, de trouver un endroit au Cambodge où on peut s'isoler. Alors surtout pas sur les temples. Il y a tout de même à l'intérieur d'Angkor, j'espère qu'on va voir quelques images d'Angkor, mais voilà, c'est une image que vous avez prise là, d'un gamin qui porte comme un trophée un disco mobile, oui, il y a la batterie, sa disco mobile. C'était la petite magnétophone, et puis c'est au milieu de la brousse, et puis ça, bon ben ça se passe de commentaires, ça existe encore, moins maintenant. Les enfants soldats. Ouais. Voilà, qui on leur a demandé 14 ans, cumuler les 3 peut-être, oui. Ouais. Oui, on parlait d'Angkor. Je vous propose qu'on essaye d'entrer dans le temple d'Angkor. Vous disiez qu'il était difficile de trouver des lieux de sérénité. Il en reste tout de même. Lorsque j'y étais, c'était au petit matin, un jour de mauvais temps, il y avait peu de touristes. Et on avait l'impression qu'il y avait encore une âme. C'est ce qu'on peut trouver encore aujourd'hui ? Ah, l'âme s'empare de vous. Vous êtes englouti par l'âme, bien sûr, bien sûr. C'est peut-être un peu plus bruyant, un peu plus peuplé, ça attire évidemment certains mercantilistes, extérieurs, je veux dire. Je parle pas des enfants qui vendent des cramards, des flûtes. Mais il est normal, les choses évoluent. Il faut juste que le site soit préservé. Il y a des gens qui essayent d'aller dans ce sens. Il faut lutter contre certains intérêts dont je vous parlais avant. On serait prêt à sacrifier beaucoup de choses pour l'argent. Un Disney, encore, par exemple. Mais il y a des gens, évidemment, du monde entier qui se battent là contre. Et à commencer par les Cambodgiens. Ouais. Pas tous. Alors, l'autre phénomène, et quand on est à Angkor, on s'en aperçoit bien, puisqu'on n'a pas vraiment le droit, enfin on peut, mais c'est extrêmement dangereux, se déplacer au-delà de la périphérie contrôlée, non pas à cause des Khmers rouges, mais à cause des mines. Il y a eu quand même des quantités de blessés par mine, et la plupart de ces blessés, enfin de ceux qui ont survécu, ont perdu la vue. Oui, c'est un problème dramatique. D'autant plus dramatique, je ne veux pas faire des caricatures faciles ou des schémas un peu trop vulgaires, mais dans certaines croyances, le fait d'être aveugle signifie que vous avez commis quelque chose de très mauvais auparavant, et vous le payez. Alors on va le voir avec l'image de quelqu'un, d'un homme difficilement reconnaissable, qui fait la manche avec sa flûte devant le temple d'Angkor. Je pourrais vous le siffler, mais je ne sais pas si ça apporterait grand-chose. Alors, on entend outre la flûte des cris d'enfants, ben voilà d'ailleurs. C'est de l'affection ou il se moque de lui? Bon, ben... voilà, vous voyez ce geste, c'est une affection un peu moqueuse ou des moqueries affectueuses, je sais pas, mais c'est un aveugle donc. Et les enfants lui disent « Mais dis donc, t'as les cheveux longs, hein ?» Pas du tout. Donc il y a toujours espoir, et puis lui il n'est pas offusqué, comme vous en voyez. Ça fait partie justement de ces charmes impénétrables du Cambodge, qui est envoûtant, mais qu'on n'arrive pas à définir. Et là tout est dit. Dis donc, t'as les cheveux longs. Des enfants qui vivent pas grand-chose, hein. Cet aveugle qui en plus est amputé d'une main, et qui arrive à dire « Oh, pas du tout !» Enfin, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est un petit peu vraiment l'incarnation parfaite au Cambodge. Alors, c'est par votre intermédiaire aussi que j'ai eu l'occasion de découvrir une autre association qui s'appelle Cruzart May, la Nouvelle Famille, je crois que ça veut dire. C'est ça, oui. Et la Nouvelle Famille, elle s'est occupée justement, avec des fonds suisses d'ailleurs, d'aider ou d'intervenir ou de réinsérer des aveugles, de redonner une dignité à des enfants aveugles. On vient de parler de la cécité, et aussi à des enfants sourds. Et on va voir quelque chose de tout à fait étonnant. C'est le moment où un orchestre d'enfants aveugles fait danser des petits danseurs sourds.
voilà l'interface, je dirais, l'homme sans qui rien ne serait possible, puisqu'en fait, bien sûr, les musiciens aveugles ne voient pas les danseurs, et que surtout les danseurs n'entendent pas la musique. Alors il y a un homme dans un coin qui écoute la musique et qui bat des mains au rythme, et qui a un échange visuel, regard d'un regard avec les enfants, et c'est par le travail de tous ces gens, regardez, c'est par le travail de tous ces gens que ce retour à la dignité est possible pour les uns et pour les autres, et avec un peu de chance, ils pourront gagner leur vie, ou un peu leur vie, comme musiciens et comme artistes dans quelques années. C'est un message d'espoir absolument grandiose. Oui, ça, on peut le rappeler. Moi, j'ai un petit silence. Et toujours cette politesse infinie. Ouais. Cette politesse qui est tout à fait instinctive, qui est spontanée. Il n'y a même pas le raisonnement. Je vais être... bon, parfois on peut se dire, est-ce bien sincère, mais oui, ça l'est. Quand on a vécu ce type de grâce, on a de la peine ensuite à retomber face à certaines attitudes un peu plus russes. Mix et remix, vous qui êtes aussi une espèce de personnage secret, discret, comment réagissez-vous à des moments de grâce comme cela? Que dire? Exactement. Que dire, ouais. Bon, moi, le problème, c'est que j'ai le gag en moi, quoi. Ça me fait... Quand j'entends que c'est un orchestre d'aveugles qui va faire danser des sourds, bon... Puis après, bon, quand on voit dans un premier temps, vous avez envie d'en faire un gag, que la phrase fait rire, puis après, c'est vrai que ça fait moins rire. Bon, la réalité fait pas rire tout le temps, mais c'est vrai que c'est beau, quoi. Mais bon, les gens seront beaux, là, tout est beau, quoi. Alors vous aussi, vous êtes, j'allais dire beau, mais en tout cas, vous n'êtes pas mal. Vous n'étiez pas mal pendant près de 10 ans, hein, comme unique gay de Suisse, gay de la cathédrale de Lausanne. Ça veut dire que vous y passiez toutes les nuits, et que toutes les nuits, vous aboyiez, je ne sais pas si on doit dire le terme, moi, enfin vous criez, je chantais, quoi, vous chantiez les heures, il a sonné mais... 11, dormez braves gens, etc. On va vous retrouver là, et ensuite on commente. D'accord. C'est le game. Il a sonné 11. Mon super-héros préféré, c'est Batman. J'ai un peu la même vie que lui. Je vis la nuit, j'ai une cape. J'ai un côté justicier dans l'âme, quoi. Il n'y avait plus personne qui faisait ce travail, quoi. Ils avaient essayé avec des jeunes étudiants, ils ne savaient pas du tout, parce que... Des branleurs, quoi. Et puis... Alors, ils ont cherché quelqu'un de sérieux, puis ils m'ont trouvé. Il n'y a que moi, quoi. Je suis le seul en Suisse, je n'ai pas de concurrence, quoi. Il a sonné 12. Moi, je suis pas seulement dessinateur et guide de cathédrale, je suis aussi agent secret, champion de snowboard. À la cathédrale, ça occupe pas mal les soirées, quoi. C'est mon côté entre tradition et modernité. Entre tradition et modernité. Vous avez renoncé à ça il y a quelques mois, pourquoi? Parce que j'étais un peu fatigué de ce double emploi, quoi. Je travaillais la journée, puis je travaillais encore le soir, et puis... des soirées comme ça, Nintendo, c'est assez reposant, mais j'ai quand même des soirées où j'avais pas mal de monde, ou surtout pas mal de télévision, de journalistes et tout ça, c'est toujours assez compliqué, une émission de télé quand même. Je devais monter plusieurs fois les marches parce qu'ils filmaient mes pieds pendant que je montais les escaliers. J'en pouvais plus, quoi. C'est pour ça que j'ai arrêté, quoi. Mais bon, j'ai eu un petit déchirement parce que là, je voyais quand même pas mal de monde. Je voyais du monde entier, je voyais des gens intéressants, je voyais des amis, puis... j'étais pas aussi solitaire que les images le montrent, quoi. Et donc maintenant vous y avez renoncé, ce moment de tout de même relative solitude ou d'abstraction à certaines heures, parce que les invités restent pas forcément jusqu'à 5 h du matin. Tout à fait, ouais. Hein, à ce moment-là, ça vous aidait à dessiner les mix et remix ou pas? Non, pas vraiment.
je pense, non, l'endroit est beau, mais je pense pas que c'était un endroit qui était plus inspirant ou inspirateur qu'un autre, quoi. Disons que moi je travaille, si je dois faire des gags, ben, je me mets à ma table puis je dessine, quoi. Mais j'ai pas eu... ça m'arrivait d'avoir des idées à la cathédrale, mais je peux les avoir ailleurs. C'était pas... Puis j'arrivais pas à me dire, oh, ben, maintenant je suis à la cathédrale, je vais travailler, quoi. J'étais plutôt à disposition des gens qui montaient plus qu'autre chose, quoi. Alors si vous êtes là, c'est d'abord et surtout, je dirais aujourd'hui, parce que Laurent Grosse, quand il est au Cambodge, c'est-à-dire la plupart du temps, ben, il reçoit l'hebdo, et dans l'hebdo, la première chose quasiment qu'il va voir, ce sont vos dessins. Ah, certainement, oui. Alors vous y trouvez quoi de particulier? Ben, Béat fait le baume du corps, et puis ben, les gens comme ça font le baume du cœur. On ne peut pas ne pas être autre chose que de bonne humeur quand on voit ces dessins. Mais ça n'a pas de prix. Ça vous apporte comment? Vous dites le baume du cœur, mais en fait, c'est quoi? De la profondeur, de l'ironie? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Le poil à gratter? Le baume du cœur, c'est quelque chose qui vous fait bien au cœur, qui vous soigne le cœur. C'est le rire. Il n'y a rien de plus grandiose que le rire, que l'humour. Alors, les plus beaux dessins que vous ayez vus, qui vous aient touché immédiatement? Ben, comme vous m'avez confisqué le livre, à peine je l'avais reçu, j'ai pas encore eu le temps de le regarder de près. J'arrivais pas à choisir. Il y en a un ou deux qui, pour moi, résument tout, mais je peux pas vous raconter un dessin, je comprends pas la question. Non, mais il y en a un, c'est quoi 500 gags, non? Ah ouais, 30 balles, enfin ça dépend des versions, 30 balles pour... 30 francs pour 500 gags à 2 balles, c'est pas cher, voilà. Personnage est à mourir de rire, le marketing, point barre, c'est à mourir de rire. Et puis celle-là? Et puis ça, je l'ai choisi parce que, bon, il faut que les dégâts de la télévision, de ce genre de pollution visuelle qui sont les films de très grande violence qui sont en Asie extrêmement répandus et qui ont une incidence indiscutablement négative sur des adolescents qui sortent en plus d'une famille souvent pas très recommandable, c'est-à-dire les enfants de la corruption. Mix et Remix, vous saviez que vous pouviez arracher à la neurasthénie des constructeurs d'hôpitaux à l'autre bout de la planète? Ben, j'en suis très content, je m'arrache déjà moi-même à la neurasthénie en dessinant. Je suis content de sauver encore quelques personnes, quoi. Ouais. Non, mais ça me fait plaisir, quoi. Je suis toujours flatté, quoi. Je suis très fier, merci beaucoup, quoi. C'est moi. Raoul Imbach, vous lisez l'hebdo, vous voyez parfois Mix et Remix à La Passe ou désormais à Hanoï? Oui, tout à fait. J'aime bien l'humour caustique, souvent sur la politique. Donc en étant dans ce milieu-là, j'aime bien rire face à notre critique un petit peu, enfin notre critique du gouvernement et ça. Je trouve ça très, très joli de le mettre en image et de le mettre en humour. François, vous êtes devenu un homme politique depuis les débuts. Vous êtes maintenant au Grand Conseil vaudois. Quand on devient comme ça un homme politique, un député, on supporte toujours le poil à gratter, celui qu'on aimait tant auparavant? J'ai encore jamais été croqué par Mix. Mais vous vous connaissez? Oui, alors on se connaît en fait depuis bien longtemps, depuis même avant qu'il me dessine dans l'hebdo, puisque un ami à moi travaillait dans une société qui s'appelle Granit, on va pas leur faire de publicité, puis a eu l'idée loufoque, appréciant beaucoup les dessins de Mix et Remix, d'illustrer la plaquette publicitaire de cette société avec pignon sur rue dans Lausanne, avec des dessins de Mix et Remix, dont il m'a remis d'ailleurs un exemplaire dédicacé de cette belle époque. Et puis l'histoire a fait qu'on s'est revus depuis. Mix a fait des dessins pour la bonne combine, des illustrations sur le site internet, etc. Donc c'est une vieille histoire. Laurent, en 2 mots, outre l'amitié, qu'est-ce qui vous plaît dans ce que fait François Martalet? Ah ben, exactement ce qu'il a décrit. Je crois que c'est un domaine où j'aimerais vraiment me consacrer en fonction de mes maigres compétences, mais c'est le recyclage. C'est une chose qui existe depuis toujours dans des pays qui ont un plus faible pouvoir économique, et même pour nous ça devient c'est absolument vital actuellement, c'est vital. Donc je suis fasciné par cette approche, je dirais, rigoureuse, parce qu'il y a aussi des farfelus qui ont fait du tort à ce milieu. Vous avez préparé la mix, je vois Mix Remix, un ou 2 dessins. Est-ce que vous pouvez les tourner vers la caméra là-bas ou dans l'autre sens? Je pense que c'est cette caméra qui va vous la montrer. Posez-les comme ça, voilà, oui, ou en les tenant. Voilà, vous bougez plus là à partir de là. Déjà qu'on est sur un bateau, ça va être... Voilà,
Suisse. Heureusement que c'est toujours les meilleurs qui s'en vont. D'accord. Ça, c'est pour les Suisses du bout du monde. Voilà. L'autre. Il y en a eu d'autres? Ouais, il y en a. Allez-y, allez-y. Sur l'hôpital, quoi. Il faudrait de l'argent pour l'hôpital encore. Voilà. D'accord. Ben, merci, je pense qu'on pourra les faire passer à Beat Richner. Oui. Il va venir d'ailleurs, hein, je rappelle qu'il sera en Suisse à la cathédrale de Genève le 29 août, à l'église Saint-Laurent le 30 août et puis à la cathédrale de Zurich le 1er septembre. Toutes les informations sur le site de Zigzag et de la TSR, www.tsr.ch, vous pourrez trouver ça et le retrouver dans le générique qui va suivre. Nous, il est temps que nous nous quittions maintenant, c'est allé très vite. Hein. Vous aviez peur? J'avais peur que ça soit, que ce soit long. Très long, puis en fait, très court. On vient de commencer. Voilà, mais c'est toujours comme ça, rassurez-vous. Bon retour à Hanoï, bon retour à Phnom Penh, ou à Siem Reap, ou encore. Et puis, en ce qui vous concerne, bon retour à Lausanne. Je pense que ça ira bien aussi. Merci d'avoir été avec nous. On se quitte en compagnie de Beat Richner et de quelques images de Phnom Penh. Merci à vous. La semaine prochaine, un autre Suisse du bout du monde, un chirurgien encore, enfin un médecin suisse qui a choisi à l'âge de 50 ans de tout changer, de tout laisser tomber et de devenir vigneron en Provence. À la semaine prochaine, lundi, Jean-Philippe Rapp, bien sûr. Merci à vous. Au revoir. Merci.